Bonsoir à toutes et à tous. Donc, on a le plaisir d'entendre ce soir de nouveau Michel Sanchez-Cardenas pour la 22e séance de notre séminaire. Michel Sanchez-Cardenas, vous êtes psychiatre et psychanalyste et vous exercez en pratique privée à Nantes. Vous étiez intervenu lors de notre 13e séance en septembre 2022 où vous nous aviez présenté la pensée du psychiatre et psychanalyste chilien Ignacio Mateblanco, qui était pour nous une découverte. Mhm. Alors, le replay est disponible sur la chaîne YouTube de l'IAC si quelqu'un souhaite revoir l'exposé de Michel Sanchez Cardenas à cette occasion. En fait, on vous avait sollicité à l'époque car un des contributeurs au séminaire, le mathématicien et épistémologue italien Alessio Moretti, Ouais, qui est présent parmi nous ce soir, j'ai vu. nous, nous avait signalé à la fois l'importance de ce théoricien de la psychanalyse, mais aussi car il y a dans la pensée de Maté Blanco des convergences de démarches avec l'anthropologie clinique, notamment en ce qui concerne la recherche d'un possible pluralisme épistémologique en psychanalyse qui n'est pas sans raisonner avec la position de l'anthropologie clinique. Ainsi, dans votre texte, La pensée de Maté Blanco et le pluralisme épistémologique en psychanalyse, vous dites qu'on note à la fois un pluralisme psychanalytique majeur et pourtant un esprit d'intolérance entre les différentes écoles théoriques. Les querelles d'école en psychothérapie et les polémiques entre les différents modèles épistémologiques en psychiatrie sont un des ressorts qui nous ont mis en mouvement avec Nicolas Duru, que je salue au passage parce qu'il ne pouvait pas être parmi nous ce soir, pour faire avancer un cadre épistémologique qui favorise le pluralisme en clinique. Et plus loin, dans le même texte, vous écrivez que Maté Blanco permet d'envisager ces questions de pluralisme d'une façon renouvelée, car grâce à son modèle, je vous recite, on peut rendre compte d'effets psychiques, par exemple ce que dit et ressent le patient en séance, par des représentations conscientes multiples et pourtant non contradictoires entre elles. On perçoit ici la question des interprétations multiples et de l'intérêt d'une pensée sémiotique pour rendre compte de ce qui pourrait être des interprétations uniques et univoques. La conception de l'inconscient et du conscient chez Maté Blanco facilite grandement cet exercice, comme vous nous l'aviez montré lors de notre précédente conférence. Signalement que vous avez publié en contre-texte chez Masson en 2000 un ouvrage intitulé Le comportement boulimique, et vous avez participé et participé encore à différents travaux collectifs en psychopathologie et autour de la pensée de Maté Blanco. Mais ce soir, vous avez choisi de venir présenter dans notre séminaire, et nous vous en remercions chaleureusement, le fruit de réflexions assez anciennes, mais qui aujourd'hui prennent un tour tout à fait en résonance avec les actualités d'un monde particulièrement sombre. Ces réflexions ont pris la forme d'un livre, Psychologie du racisme et de la haine de l'autre, publié en mars 2022 aux éditions Rue de Sèvres. C'est donc à une réflexion sur la psychologie du racisme et de la haine de l'autre, sous-titrée ce soir Psychanalyse, pensée de groupe sémiotique, que vous nous conviez. Ce sera l'occasion de penser avec vous à une question éminemment anthropologique, éclairée par les déterminants à la fois individuels grâce à la psychanalyse, mais aussi sociétaux grâce à l'anthropologie, la sémiotique, la sociologie, l'histoire, mais aussi l'actualité sociopolitique et médiatique que vous convoquez également. Nous nous réjouissons par avance du plaisir de vous entendre et de pouvoir échanger avec vous. Michel Cardenas, nous vous écoutons. Bon, bonsoir. Merci, un grand merci de m'avoir invité. C'est un honneur et un plaisir. Euh, je, je vais vous proposer un exposé assez consistant. Est-ce que vous avez reçu le texte que j'avais demandé à Antoine de vous envoyer? Et est-ce que certains d'entre vous ne l'ont pas lu? Vous l'avez tous regardé ou pas? Non, pas puisque sans réponse, je l'ai mis là ce soir sur le chat en direct. Donc, les participants peuvent le télécharger sur le chat, mais ils n'ont probablement pas eu le temps de Alors, le... donc je vais vous poser une devinette. Vous allez me répondre rapidement et vous allez me dire ce que vous en pensez. Si dans les préjugés communs, je vous demande de deviner quel pourrait être le groupe ethnique stigmatisé
qui forme un groupe solidaire et qui draine à lui d'assez importantes ressources de la société en général. C'est qui ça? C'est les, Juif. c'est les Juifs. Et un groupe qui est plutôt sale, un groupe sale, c'est qui? Je ne dis pas que vous le pensez, mais dans la société en général, Les Arabes. les Arabes, ils sont sales. Voilà. Bon, on va y revenir. C'était pour poser un tout petit peu le décor. Donc, effectivement, ce livre, il est paru à un moment où on avait le plaisir de voir la pensée raciste se décomplexer au moment des élections de 2022, avec en particulier Zemmour qui transformait Marine Le Pen en enfant de cœur. Et c'était une pensée qui se libérait, entre guillemets, mais mon livre n'est pas circonstanciel du fait de différentes circonstances familiales et personnelles. C'est un sujet qui m'a motivé de très longue date et je veux commencer par dire que j'ai été très influencé par Albert Memmi, qui est un penseur français relativement peu connu par rapport à d'autres, mais qui a beaucoup écrit sur le racisme, et en langue anglaise, Farah Dalal, D-A-L-A-L. Donc, j'ai beaucoup emprunté à ces auteurs et c'est important que je le signale. Le racisme connaît différents déterminants, dont des déterminants économiques en particulier, mais le déterminant psychologique me semble tout à fait majeur. Et comme je vais essayer de le montrer, qu'il s'agisse pour les personnes qui l'adoptent de déterminants plutôt personnels ou qu'il s'agisse de déterminants personnels qui sont partagés avec le groupe. Je vais donc, d'une façon un petit peu artificielle, séparer tout d'abord une présentation des vecteurs psychologiques qu'emprunte le raciste individuel et ensuite je remettrai cela dans une perspective globale. Alors au niveau individuel, j'ai développé ce qu'il en était tout d'abord des défenses psychiques qui permettent de refouler dans l'inconscient ou de folklore certains contenus psychiques. Et j'ai fait une liste de quelques défenses les plus utilisées, au rang desquelles, bien entendu, projection, clivage et identification projective viennent en premier. Alors la projection, eh bien, c'est le mécanisme de base du bouc émissaire. Et je vais, dans mon exposé, vous donner des exemples à chaque fois ou très souvent par rapport aux items que je développe. Alors, tout d'abord, en matière de projection, on peut penser à Trump qui s'est vanté d'agripper les femmes par la chatte, mais qui ensuite a désigné le Mexicain comme un violeur. El hombre, l'homme, comme il le désignait. Le clivage consiste à exagérer le contraste entre l'autre qui est mauvais et soi qui est bon et de mettre en place une séparation totale. Là aussi, un exemple tout à fait majeur, eh bien, ce sera Hitler. Les Juifs sont très mauvais et on va les séparer, on va les mettre dans des camps. L'identification projective consiste à exporter dans le psychisme de l'autre sa propre douleur et à en faire un souffre-douleur. On harcèle un inférieur hiérarchique, on harcèle un autre élève dans une école. Et on a eu par exemple ce qu'a raconté Éric Zemmour le 16 septembre 2018 dans l'émission Les Terriens du dimanche. Là, il avait invectivé Apatoussi et lui avait dit que son prénom, Apatou, était une insulte à la France. Il avait regretté dans la foulée qu'elle n'ait pas, en effet, un prénom issu du calendrier chrétien, comme par exemple, disait-il, celui de Corinne. Ensuite, il avait bien retourné le couteau dans la plaie et lui avait dit que Corinne lui irait très bien. C'est pour cette cruauté que Zemmour est payé et c'est pour cela qu'on le lit et qu'il diffuse si bien. Disons qu'en matière d'identification projective, on voit qu'il cherche à faire souffrir sa victime et le mécanisme et le tour de passe-passe, c'est que lui-même ne se rend pas compte qu'il exhibe sa propre souffrance qui, comme cela, est injectée dans l'autre.
Ensuite, je me suis penché sur les fixations, les régressions que le racisme utilisait plus volontiers. Freud avait proposé différentes zones érogènes qui auraient été des fonctionnements corporels qui auraient façonné le psychisme, et en particulier oralité, analité et aspect phanique. Je pense qu'on peut contester ces priorités. On va revenir plus tard sur comment le corps est un outil indispensable pour figurer et représenter le psychisme. Néanmoins, et même en relativisant la question des zones érogènes selon Freud, on peut y trouver un vocabulaire commode, notamment en matière de vocabulaire raciste. Si on parle de fixation orale, d'oralité, eh bien, on a des exemples massifs, par exemple, dans l'inversion que l'on constate lorsque l'on voit que l'Europe a colonisé l'Afrique, mais que que le noir africain a été décrit comme un cannibale qui pouvait manger les blancs. Et on a vu récemment d'ailleurs que les Haïtiens ne se gênent pas pour manger les chats et les chiens domestiques des Américains mus par cette même oralité sauvage. La fixation anale est un grand classique. La victime du racisme est considérée comme une saleté, une souillure, un déchet. Ça se voit pratiquer avec les castes indiennes où les intouchables se voient réserver des métiers réputés comme sales, balayeurs, bouchers, pêcheurs, chasseurs, vidangeurs et autres métiers. L'aspect phallique est utilisé à la fois comme une arme offensive, violer les femmes des populations rabaissées, mais pas seulement les femmes, et à l'inverse, il peut y avoir de ressenti une menace envers le sexe masculin. Par exemple, depuis les années 70, une rumeur persiste dans les pays d'Afrique subsaharienne où des individus sont accusés d'avoir fait disparaître ou rétrécir le sexe des hommes à qui ils serraient la main. Ça va concerner plus volontiers certaines populations désignées comme boucs émissaires, en particulier les ethnies Haoussas et Ibos. Je continue avec ce catalogue des items psychanalytiques qui nous servent à mieux comprendre le racisme. Il y a les deux grands courants du psychisme que sont l'agressivité et le narcissisme. Je vous rappelle très brièvement le métabolisme de l'agressivité qu'a décrit Mélanie Klein. J'aime quelqu'un, c'est mon objet d'amour, et je vais projeter en lui des bons côtés et des mauvais côtés, je vais les cliver, et ensuite, pour les mauvais côtés, ces aspects projetés vont volontiers revenir agresser et menacer le moi. Schizoparanoïde, position dite schizoparanoïde de Mélanie Klein, schizo pour désigner le fait de fracturer le monde objectal en bon et mauvais, paranoïde pour désigner la dimension de persécution qui est présente dans cette phase. De multiples exemples peuvent être compris grâce à cela. Par exemple, pour les nazis, le juif était l'objet menaçant. C'était le mauvais objet placé à l'extérieur qui pouvait menacer le bon, c'est-à-dire les nous, qu'il fallait donc attaquer. Un raffinement de cette notion a été proposé par Wilfred Bion, et en particulier lorsqu'il a proposé que dans ces phénomènes schizoparanoïdes, l'objet rejeté pouvait être découpé en particules minuscules qui revenaient attaquer le moi. Ça se voit, par exemple, dans Mein Kampf de Hitler. Le juif est un parasite, un ver, un corps en putréfaction, une peste. Ici, les particules sont microbiennes. On a vu récemment Pascal Praud, c'est Pascal, hein, je pense, le journaliste, se demander à l'antenne si l'épidémie de punaise de lit à laquelle on assistait n'était pas liée au problème de manque d'hygiène des immigrés. Et en contrepartie, devant l'attaque de ces microparticules, il convient peut-être d'en proposer d'autres, comme par exemple le gaz dans les chambres à gaz. Du côté de l'axe du narcissisme, on comprend aisément
au vu de ce qui précède, que les défenses utilisées assurent une part importante du narcissisme. Si eux, les autres, sont mauvais, cela permet de penser que nous sommes bons. Nous ne sommes pas eux, nous sommes bons. C'est une dimension qui peut atteindre des sommets de naïveté et de stupidité, mais elle est tout à fait fondamentale. En 2020, l'épidémie de coronavirus commence à se répandre en Italie. Un gouverneur issu de la Ligue du Nord, Luca Zaia, gouverneur de Vénétie, explique à la télévision: si l'épidémie s'étend peu en Italie, c'est que les Italiens sont extrêmement propres, peut-être un peu trop tatillons sur la chaîne du froid et des choses comme ça. Tandis qu'en Chine, c'est bien connu, les Chinois mangent des souris vivantes. Donc, pas de problème, on voit d'où vient l'épidémie. Quelques jours après, on se rappelle que l'épidémie de Covid a envahi l'Italie d'une façon tout à fait dévastante. Peut-être que les Italiens s'étaient mis à manger des souris entre-temps ou qu'ils les mangeaient en cachette auparavant. Luca Zaia ne s'est pas exprimé ensuite sur les souris et la Covid. Un autre aspect du narcissisme fragile n'est pas seulement de se considérer comme mauvais, mais également la crainte de tomber en miettes, de s'effriter. C'est en particulier aux travaux du psychanalyste américain Kohut, qui est, au demeurant est né à Vienne et qui a dû fuir l'Autriche nazie. C'est Kohut qui a insisté en particulier sur ces risques de fragmentation et d'effritement. Pour lutter contre ce risque d'effritement, il faut croire que l'on appartient à une ethnie pure, insécable, qui a une charpente interne solide. Au début du XXe siècle et jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, l'idéologie japonaise proposait de la sorte que les Japonais descendaient et étaient rattachés à la personne mythique de l'empereur qui lui-même remontait depuis 26 siècles par ses ancêtres à la déesse du soleil Amaterasu Omikami. Ainsi, il n'y avait pas de risque d'effritement puisque tous les Japonais étaient supposés ne faire qu'un, unis par le même sang avec le corps mystique de l'empereur. On a construit ici un mythe que l'on retrouve souvent, le mythe du un, de l'unité. Un point qui m'a semblé plus surprenant, c'est celui du lien du narcissisme et de l'essence. Pour faire un bref rappel et pour mentionner encore Bion, celui-ci avait mis en évidence que toutes les personnalités connaissent une partie psychotique et une partie non psychotique chez chacun d'entre nous. Ce qui fait qu'un fonctionnement mental, ou plus exactement qu'une partie, que la partie qu'il a une partie non psychotique, c'est que celle-ci est basée sur le principe de réalité. La réalité, elle est très blessante pour le narcissisme, du moins potentiellement, car elle nous amène à penser que nous ne sommes pas tout-puissants, que notre pensée n'est pas toute puissante, que notre vie est limitée car nous sommes mortels et que nous ne pouvons pas nous engendrer nous-mêmes. Nous avons besoin d'un autre ou d'une autre pour nous engendrer. Une autre limite que reconnaît la partie non névrotique, c'est celle de la loi. Nous ne sommes pas autorisés à tout faire et la loi vient entière qui édicte des interdits. Un des exemples des interdits, c'est le complexe d'Oedipe. S'il s'agit d'adopter un fonctionnement névrotique ou non psychotique, cela heurte un narcissisme en potentielle souffrance parce que cela le prive du recours à une mégalomanie qui, elle, nie toute limite. On va le voir dans le racisme. Un fonctionnement psychotique ou non suffisamment névrotique, du moins, peut venir en effet au secours de la souffrance narcissique potentielle grâce à une mégalomanie consolatrice qui convainc celui qui l'adopte qu'il a la bonne essence, quelque chose de bon et d'intrinsèque qui le constitue. Dans l'idéologie Shinto du Japon que j'ai déjà citée, la race était éternelle. Elle remontait non seulement à l'empereur, mais à la déesse.
Qu'importe de mourir dès lors si l'essence ne se perd pas. La toute-puissance est souvent rencontrée, et en particulier dans le non-besoin de l'autre pour se reproduire. On se reproduira de la sorte de façon endogamique entre membres du même pédigré. Les Lebensborn du nazisme étaient des centres de fécondation humaine où l'on faisait se croiser des Aryens prototypiques, des blonds et des blondes. D'ailleurs, peu importe qu'ils soient aussi polonais que hollandais, ou scandinaves ou belges à l'occasion. Et il y a eu un Lebensborn même dans la forêt de Chantilly, près de la Morlaix. À propos de la toute-puissance de la pensée, aucun groupe humain n'est pur, et les populations ont de tout temps migré et se sont mêlées, pour autant qu'elles ne soient pas à l'origine des populations mêlées elles-mêmes. Eh bien, dans le racisme, il suffira de dire que cela n'est pas vrai, et dire qu'il y a une source première, qu'il s'agisse de Français de souche, ou qu'il s'agisse, il y a un mouvement des Français de souche, ou bien qu'il s'agisse des nazis qui sont des Aryens purs. La partie psychotique, par ailleurs, non seulement repousse la réalité, mais elle l'attaque. Elle attaque la rationalité, elle attaque la réalité extérieure. La réalité, c'est que nous sommes tous multiples. Peut-être, après cet exposé, comme moi, lorsque j'ai pu travailler sur les thèmes que j'ai découverts, peut-être que vous serez changé. Donc, votre personnalité aura changé. Moi, c'est ce que ce livre a contribué à faire. Quand vous êtes avec différents patients entre psychiatres, à certains moments, vous êtes énervé, à d'autres, vous êtes sadique, à d'autres, vous avez de la pitié, à d'autres, vous éprouvez quelque chose de chaleureux, et différentes facettes de votre être sont révélées, et notre personnalité ne se révèle pas une, justement. Au niveau des groupes, la multiplicité est de règles, et si par exemple vous voulez vous sentir français de souche, il faut alors dire comment. La Bretagne, l'Occitanie, la Savoie, l'Alsace n'ont été agrégés à la France qu'à certains moments. Est-ce que les Français riches ou pauvres, ceux de droite, ceux de gauche, sont plus français? Est-ce que les Groseilles ou les Duquesnois le sont? Un tiers à un quart des Français ont des ancêtres nés en dehors de l'Hexagone. Est-ce que ce sont des vrais Français? Est-ce que les vrais Français sont des catholiques, des bouddhistes, des protestants, des juifs, des musulmans, des athées? L'unité ne tient pas devant la réalité. Donc, il faut, pour construire du racisme, construire une mythologie de l'essence qui existe. Pour la construire, il faut projeter sur l'autre l'idée que lui n'a pas d'essence. S'il ne m'en a pas, moi je vais en avoir. Comment on peut faire? Par exemple, on peut le transformer en numéro. On fera un tatouage de numéro sur le bras d'un déporté. Ou bien on peut dire que l'autre n'existe pas en tant que tel. Le Japon du XXe siècle, dans son idéologie, disait que la Chine n'existait pas. La Chine, c'était un agrégat de personnes sur une zone géographique, mais le pays n'existait pas. Bezalel Smotrich, ministre israélien des Finances, a pu dire récemment que le peuple palestinien est une invention de moins de 100 ans. Est-ce qu'ils ont une histoire, une culture? Non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de Palestiniens, il y a juste des Arabes. L'étape d'après, pour se constituer une existence, c'est de détruire l'autre complètement, de le tuer. Donc cette question de pouvoir croire qu'on a une essence et qu'on existe en tant que tel, avec une réalité unique, est quelque chose qui infiltre la pensée raciste. Au niveau individuel, deux mécanismes encore, qui sont peut-être moins connus, qui sont le vol de la jouissance et l'autoracisme. La jouissance est un concept de Lacan diffusé dans différentes de ses travaux. En étant très schématique, on pourrait dire qu'elle est ce que serait une satisfaction à 100%. Mais le psychisme ne peut pas regarder le soleil sans écran et sans verre teinté, parce que sinon, c'est par exemple l'explosion maniaque. Donc, il faut filtrer nos satisfactions, et Zizek propose l'hypothèse suivante. Pour les filtrer et diminuer la dose de jouissance, nous allons penser que c'est l'autre qui l'a et qu'il nous la vole. Alors, par exemple,
dans ce que les autres ont trop de jouissance et que nous n'avons pas, pour les racistes, eh bien, le noir a plus de sexualité, ou l'italien aussi. Le juif, il a trop d'argent, il nous l'a volé. L'immigré a deux trop. Soit il jouit de sa fainéantise sur notre dos, soit il nous vole notre travail et il travaille trop comme les Asiatiques. De là, dans une perspective chrétienne, l'envie de récupérer cette jouissance, d'attaquer l'autre et de le détruire, ce qui s'est régulièrement opéré dans l'histoire. L'autoracisme est à la fois une identification à l'agresseur et une fusion-confusion avec celui-ci. Je vous donne un exemple. Dieudonné, dans ses multiples exploits, a fait un sketch où il faisait apparaître Faurisson. Dieudonné, il mimait un intervieweur qui allait poser des questions et relancer Faurisson, qui était alors nommé maître Simon Crockfeld. C'était bien entendu Klarsfeld, Serge Klarsfeld, qui était de la sorte visée. On parlait du négationnisme, des malheurs de Faurisson, on rigolait bien. On transformait un drame intégral, jusqu'où l'humanité peut-elle aller, les camps de la mort, en une pantomime ridicule. Il y en avait et soi-disant de l'humour, on avait une défense maniaque. Et il y avait quelque chose d'implicite que l'on rencontre un certain nombre de fois. Dieudonné est lui-même noir. Or, dans les camps de concentration, il y a eu aussi des Noirs qui ont été massacrés. C'est-à-dire qu'on a un tourbillon où Dieudonné, qui est noir lui-même, peut à la fois exposer son propre supplice potentiel à son bourreau potentiel. Et on a ainsi une confusion du bourreau et de la victime que l'on a vu aussi avec le pétainisme de Zemmour, qui est d'origine juive et qui l'affiche. Et on voit ces choses-là assez régulièrement. Pour conclure sur cette partie individuelle, on voit que les mécanismes inconscients que j'ai cités sont des mécanismes basiques, présents chez tout un chacun, et donc on a des ingrédients tous pour pouvoir être raciste. Ceux qui sont le plus en souffrance narcissique pourront y avoir le plus volontiers recours. Ce qui fait aussi que le racisme varie de façon extrême dans son intensité. La forme la plus mineure, ce sera la blague belge. Les Belges sont des idiots, donc nous sommes très intelligents. Mais on n'a jamais souhaité les détruire ou les déporter dans des camps. Chez d'autres personnes, cela peut aller jusqu'à un envahissement complet de la personnalité et devenir sans raison de vivre, comme on le voit avec certains politiciens, ou comme on l'a vu en 2011 sous la plume d'Anders Breivik, qui avait commis double acte de terrorisme à Oslo en 2011 et qui avait livré un manifeste délirant où il disait qu'il allait protéger la société contre les sionistes et les féministes. Plutôt que d'exploser lui-même en particules minuscules, il avait réduit les autres en particules minuscules. Il était d'une certaine façon très bionien. Il avait tué 77 personnes, pour la plupart des adolescents, fait 151 blessés. Et puis, nous avons nos héros nationaux du racisme, dont nous avons commencé à parler, qui sont des haut-parleurs de la haine et qui consacrent toute leur vie à ça. Je passe à la deuxième partie de mon exposé, qui est comment le racisme s'insère dans la pensée commune. J'habite à Nantes. Imaginons que vous vouliez venir de Paris à Nantes. Or, vous n'avez pas la liberté de passer partout. Vous allez devoir choisir tel avion ou tel train ou telle route. Vous n'allez pas tracer à travers champs. Eh bien, nous avons aussi des autoroutes de la pensée que nous empruntons et qui nous forment et qui sont autour de nous. Les psys, en général, connaissent assez peu un sociologue fabuleux qui est Norbert Elias, qui d'ailleurs a participé à la création de la psychanalyse de groupe en Angleterre, et je vais y revenir. Pour développer ma pensée sur comment le racisme se développe dans la pensée commune, je vais rappeler quelques éléments de Norbert Elias,
Rappelez qu'à la base de la pensée, il y a la catégorisation, qu'à la base de la catégorisation, il y a l'analogie, qu'on y trouve aussi le prototype et les stéréotypes. Je vais rappeler comment nos catégories se forment grâce au fondement, the ground, à des pairs, qui nous permet de donner un sens, et ça c'est l'aspect sémiotique, un sens à une réalité que nous constatons, et nous verrons quels fondements sont retenus pour constituer les grands axes de la pensée raciste. Alors, je reviens sur chacun de ces items que j'ai annoncés. Alors tout d'abord, l'intime et le public ont une frontière poreuse et Norbert Elias l'a montré d'une façon tout à fait passionnante. Vous pouvez vous référer en particulier à Norbert Elias par lui-même, qui est un petit livre très sympathique, où il mène ses mémoires et sa théorie, ou bien à La pensée de Norbert Elias, je pense, ou la sociologie de Norbert Elias de Nathalie Heimich, qui permettent des introductions à cet auteur. Nous pensons, probablement parce que nous avons un corps visible, avec des limites corporelles, que nous sommes des individus. Pourtant, ce n'est qu'une partie de la réalité, et il y a des choses invisibles qui nous font, des réseaux Allô? Tu as un problème. Oui, je ne me vois plus. Alors, je vais revenir, je vais retourner, je sais Je pas vois parfaitement, hein. vous me voyez? On te voit toujours, Michel. Bon, ben, je vais continuer mon exposé, et puis à la fin, on récupérera l'image, hein. Donc, les réseaux de sens, cela ne se voit pas et pourtant cela nous forme. Sans eux, nous devrions définir tous les jours le beurre, l'eau bouillante, la roue, l'ordinateur, Dieu. Tous font partie de notre culture et nous sont transmises par notre entourage. Et il faut dire aussi que cet entourage ne vient pas que nous coloniser, cet entourage forme notre intérieur. Pour les Japonais antiques, ou pour les Incas, le Soleil constituait une divinité. Pour nous, c'est une planète avec certaines caractéristiques physico-chimiques. La pudeur. Il y a quelques dizaines d'années, la plupart des hommes et des femmes ne connaissaient pas leur anatomie, surtout les femmes. Actuellement, nous avons une marée de pornographie qu'il est très difficile d'endiguer, qui montre que ce sens de l'intime, dont la pudeur est l'exemple même, est conditionné et vécu par le milieu dans lequel nous vivons. Ça, Elias le montre particulièrement clairement, et cela vaut également pour le racisme. Nous trouvons comment le fabriquer dans la société qui nous entoure, et cela peut donner des choses tout à fait étonnantes. Ainsi, je vais vous donner la vraie réponse à ma devinette du début. Ceux qui sont sales et qui spolient le milieu dans lequel ils vivent, qui ont tendance à s'accaparer ses ressources au profit des autres, eh bien, ce sont les Français. En Suisse, Marie Maurice a publié une enquête sur les préjugés concernant les travailleurs français en Suisse. Ils sont 400 000 et ils y subissent un racisme d'intensité variable, mais vous venez d'avoir les caractéristiques des frauses. C'est comme ça qu'on les surnomme par un terme péjoratif. Autre exemple de la pensée commune qui nous forme, catholiques et protestants. Actuellement, certes, il y a des sensibilités, mais quelqu'un qui serait d'origine catholique et quelqu'un d'origine protestante qui se marieraient ensemble, ça ne ferait pas la une des journaux. Pourtant, dans certains bourgs du Tarn, dans les années 60, quand catholiques et protestants se mariaient ensemble, cela pouvait être une histoire très problématique. Comment se construisent ces idées communes alors? Eh bien, tout d'abord, il y a, comme je le disais, la catégorisation qui est à la base de la pensée. En général, on pense comme ça. La catégorisation, c'est ce qui nous permet de reconnaître dans le monde extérieur des éléments qui existent réellement. Depuis Aristote, on va penser qu'il existe des éléments que l'on va délimiter au mieux, mais en particulier Lakoff et Johnson ont pu montrer que c'était le contraire. Nous avons besoin de catégories pour penser le monde.
Donc, nous allons le découper en catégories qui parfois ont un rapport avec la réalité et très souvent n'ont aucun rapport avec la réalité. Par exemple, dans le racisme, on va découper les supposées ethnies en groupes de couleurs. Or, d'un point de vue génétique, entre noir et blanc, il n'y a pas de différence. De même que ce qui a existé pour les roux, des milliers de rousses ont été brûlées au Moyen Âge. Pourquoi? Parce que la couleur de feu de leur chevelure montrait qu'elles avaient eu un rapport sexuel avec le diable. Donc on voit comment la catégorie a été créée d'une façon surprenante. La création de nos catégories suit trois forces, trois lignes de force: l'analogie, le prototype et le stéréotype. L'analogie permet de penser. Si je trouve une douche dans un hôtel, je sais ce qu'elle est par analogie avec d'autres douches que j'ai vues auparavant. Si je vois grâce à mon ordinateur, c'est parce que je sais ce qu'est un ordinateur. C'est ce qui permet dans le racisme, par analogie, de penser que les membres d'une communauté sont tous les mêmes. Les Italiens sont des voleurs, les Arabes sont violents et les Juifs sont riches. Le prototype est un élément d'un groupe auquel on donne une valeur plus spécifique pour désigner ce groupe. Par exemple, un tigre prototypique a des rayures. Pourtant, il existe des tigres sans rayures qui sont aussi des vrais tigres. Ou bien, si on dit, quel serait le prototype des oiseaux? Est-ce que c'est plus le rossignol ou l'autruche? La majeure partie des gens vont dire le rossignol, mais l'autruche est un vrai oiseau aussi. Le stéréotype le prolonge, qui tend à donner à tous les membres d'une catégorie une caractéristique prototypique, commune, centrale. Par exemple, si on veut parler d'un racisme sympathique, pour bon nombre de Français, les Québécois sont sympathiques. Ensuite, ces forces se conjuguent, on leur prête une réalité, bien que ces catégories n'existent pas dans la nature ou à l'extérieur, on les essentialise, on les réifie. Exemple de catégorisation par la couleur. Le sélectionneur de l'équipe de France de football Laurent Blanc en 2011 explique: en France, on a l'impression qu'on forme le même prototype de joueur, grand, costaud, puissant. Qu'est-ce qu'il y a actuellement comme grand, costaud, puissant? Les Blacks. C'est comme ça. On a une catégorie qui a été fabriquée par un préjugé. Le Black, c'est une entité en soi. Il est grand, costaud, puissant. Qu'il s'agisse de Noirs d'Argentine, du Kenya, de Somalie ou d'Afrique du Sud, c'est le même paquet. Et d'ailleurs, ce qui est terrible ou amusant, ou les deux en même temps, c'est que pendant longtemps, on a pensé, et le prototype, le stéréotype, c'était que le noir était malingre et incapable de se livrer au sport. Day, dans La condition noire, essai sur une minorité française, le rappelle cet excellent livre. Notion de sémiotique. Nous avons vu que nos catégories reposent sur le besoin de penser. Comment on va les délimiter? On va les délimiter grâce au fondement. La sémiotique, qui est l'étude des signes et de la signification, est née grâce à Peirce, P-E-I-R-C-E, et elle étudie comment on extrait des signes leur signification. Et là aussi, on a un saut contre-intuitif qui est révolutionnaire, c'est-à-dire que les signes ne montrent pas une chose univoque. Tiens, ça, c'est ça. Il y a du feu, ça montre. Il y a une fumée, ça montre qu'il y a un signe. En fait, la signification des signes est développée à partir de leur fondement, c'est-à-dire du système de sens implicite auquel ils appartiennent. Un signe a un sens pour qui porte ce système de sens déjà en soi. Ce système lui montre où mettre la pointe du compas qui va circonscrire nos pensées. Par exemple, le soleil, comme on l'a déjà vu, a pour sens divinité pour les Incas du fait de leur système de sens religieux préalable. Une femme au petit pied a pu avoir un sens d'érotisme pour les Chinois d'autrefois, là aussi du fait de leur système précédent à leur érotisme. De la sorte, la culture française
crée un système où l'arabe est un voleur. Lagaffe a eu très grand succès avec sa chanson La Zoubida. Dans La Zoubida, Mokhtar, l'amoureux de la dite jeune fille, la Zoubida, vient la chercher sur un scooter. Et le scooter, comme par hasard, est volé. Nous sommes dans un système de sens où il est tout à fait naturel et très drôle que, comme Mokhtar est arabe, il vole donc des scooters. Un peu plus tard, François Fillon n'a pas donné l'objet d'une chanson qui s'appellerait La Pénélope, où François serait venu chercher Pénélope dans une auto de luxe grâce à l'argent qu'il a volé à l'État. Les systèmes de sens font naître telle ou telle naturalisation du groupe ethnique. Le vol est naturel pour l'arabe, mais c'est une anomalie pour un ministre français. C'est là la force du stéréotype. Comment sont choisis les fondements qui soutiennent le racisme? Dans le racisme, il s'agit conjointement de donner de la valeur à un groupe, en général le nôtre, et d'attribuer nos valeurs à celui des autres. J'ai retenu plusieurs marqueurs qui ont une puissance importante pour séparer valeurs et non-valeurs. En particulier, je vais parler du différentiel de pouvoir économique, du différentiel de prestige, de l'usage des corps et de ses représentations, et du besoin d'appartenir à un groupe et de le valoriser. Le différentiel de pouvoir économique, il est évident et c'est celui qui a permis de mettre en esclavage des populations réputées comme inférieures. Il est facile d'en trouver des exemples multiples. Par exemple, est-ce que les Indiens que les conquistadores espagnols colonisaient étaient des êtres humains ou pas? Il y a eu la dispute de Salamanque où cela a été débattu. Il y a le différentiel de prestige. C'est ceux qui ont la classe et ceux qui ne l'ont pas. Les tuches au cinéma ou la distinction de Bourdieu. Cela imprègne les populations. Par exemple, les Italiens du Nord ont pu promouvoir pour ceux de la Ligue du Nord l'idée que les Italiens du Sud étaient des feignants vivant à leur crochet et au crochet de l'État. Il y a des racismes plus discrets. Par exemple, les Vendéens sont les pieds plats des Nantais. Quelque chose comme ça. Ensuite, une partie très importante, enfin qui pour moi a beaucoup compté, ça a été de pouvoir découvrir la pensée de certains auteurs à propos de l'utilisation du corps dans le racisme. Je me suis référé à Lakoff et Johnson, Les métaphores du quotidien, et à Mary Douglas, De la souillure. D'abord, je rappellerai que le corps est souvent la matière concrète à la base de la pensée abstraite. Le corps fournit en effet un schéma de pensée. Par exemple, le corps a un dedans et un dehors, des limites avec la peau, des orifices par où rentrent et sortent des fluides ou de la nourriture. Par exemple, si je dis j'ai une idée dans ma tête, c'est parce que mon crâne a une forme et que j'ai un intérieur et un extérieur. Mais par exemple, si je pense que que je suis suisse et que je pense que les Français sont sales, c'est pas une idée personnelle, elle n'est pas dans ma tête, elle est dans le tissu mental commun. Mais la configuration du corps permet de façonner ces représentations abstraites de notre pensée. Je vous encourage à lire le travail remarquable de Mary Douglas, Essai de la souillure. Et de la souillure, essai sur les notions de pollution et de tabou. Elle y rappelle tout d'abord que toute société, pour se vivre en tant que telle, a besoin de classifier le monde. Classifier n'est pas un exercice intellectuel abstrait, mais un besoin universel. Un paramètre essentiel pour classifier est celui de faire la différence entre intérieur et extérieur du groupe, nous et eux. Et une métaphore majeure qui va servir à séparer intérieur et extérieur, c'est celle du corps, qui a donc un dedans, un dehors, des limites, des orifices, point de jonction entre le dedans et le dehors. Tout ce qui entre dans le corps, par exemple la nourriture, ou ce qui en sort, les différents fluides,
sera privilégié dans cette construction mentale de la représentation du groupe par lui-même. Les limites du corps deviennent ainsi métaphoriquement celles du groupe. Et c'est très important parce qu'on est tout le temps dans des débats entre l'intérieur et l'extérieur de la nation, les frontières qu'il faut renforcer, les conditions d'assimilation. C'est porté au premier rang de nos débats politiques. Il apparaît la notion de saleté et de souillure chez Mary Douglas qui ne saurait être assimilée aux réalités hygiéniques modernes. Les groupes définissent leur propre souillure. Par exemple, dans la religion juive, la femme qui a ses règles est impure et doit s'éloigner des choses sacrées du culte. Les mêmes zones corporelles et leurs produits sont interprétés de façon variable selon les cultures. L'essentiel est de les définir. Par exemple, dans la culture française actuelle, les règles peuvent être considérées comme sales, mais pas pour tout le monde, ou bien elles peuvent être considérées comme naturelles. En fait, c'est là que la catégorisation intervient à nouveau. En effet, ce qui est reconnu comme pur, comme appartenant au groupe pur, ce qui est en harmonie avec son groupe, eh bien, c'est ce qui n'est pas à rejeter comme souillé. Par exemple, dans la cacheroute juive, on ne mangera pas de porc. Ceci est basé dans la classification dans le Lévitique de l'Ancien Testament des bêtes de la Genèse. Les bêtes doivent en effet, pour être consommées, appartenir à des catégories bien définies. Or, le porc est un animal qui, d'un côté, a le cerveau fendu, mais qui, de l'autre côté, n'est pas un ruminant. Donc, il n'est pas pur. Donc, on ne mangera pas cet animal qui est impur, et ceux qui mangeront cet animal seront eux-mêmes impurs et à mettre hors du groupe, ou bien ceux qui mangeront cet animal seront définis comme étant par définition hors du groupe. L'œuvre de Douglas est remarquable car elle permet de faire un lien entre le corps et ses métaphores, le social et l'autodéfinition du groupe par lui-même, et le transcendantal religieux. Ce qui entre et sort par les orifices et les surfaces du corps définit ce qui est à maudire ou à vénérer. Et comme Douglas proposait que les catégorisations sont que ces mécanismes sont à la base de la catégorisation du monde, elle-même à la base de la pensée possible, on voit le risque de chaos. Si on a des formations mixtes, par exemple un protestant et une catholique qui se marient dans le Tarn dans les années 60, il y a un risque de chaos. Les catégories qui servent à penser peuvent se fondre. Il y a donc un risque qui est difficile à percevoir. Derrière ces pensées mentales, il y a un risque de dissolution de l'appareil mental complet. C'est le chaos mental qui menace. Et on voit que les notions de Douglas et de Lakoff et Johnson se poursuivent directement dans le racisme, qui utilise toujours des images concernant l'intérieur et l'extérieur, le pur et l'impur, le bon et le mauvais et l'impur venant de l'extérieur, et le risque de chaos mental. On a souvent dit que les peuples colonisés n'ont pas su s'organiser après que les Français soient partis. Les religions qui définissent le pur et l'impur se sont mouillées pour le protestantisme avec le nazisme en Allemagne, et en Espagne, il n'est que de rappeler l'œuvre d'Isabelle la catholique et les textes de la pureté du sang contre morts et juifs qui définissaient qui était un vrai catholique, qui ne l'était pas et qui était à bannir. Ce risque de chaos mental est en particulier mis en exergue avec l'horreur des formations mixtes. Très souvent, dans le vocabulaire des Le Pen, père et fille, il y a la peur du binational. Et derrière ce qui serait simplement un rejet cache en fait des racines profondes de risque de chaos mental. Détermine également la force du racisme dans le groupe, le besoin d'appartenir à un groupe et à le valoriser. Hirschfeld, qui était lui-même un immigré juif polonais, qui est passé de la chimie à la psychologie,
avait fait des études qui montraient que des groupes qui n'ont pas de définition préalable et pas de possibilité de déterminer des provenances sociales différentes dans deux groupes, pour peu que l'on ait dit à l'un d'entre eux à l'oreille, vous appartenez au groupe Kandinsky et à d'autres au groupe Clay, eh bien, rapidement, les deux groupes commençaient à avoir une préférence pour leur propre groupe et, s'il y avait des récompenses à attribuer, ils préféraient se les attribuer à eux. Ce qui a été appelé une identité sociale positive était naissé spontanément. Le seul fait d'appartenir à un groupe débouche par lui-même sur cette discrimination. Et dans les expériences de Tachfeld, chose très étonnante, ce n'était pas seulement l'idée de s'accaparer les ressources qui était promue par le groupe, c'était s'accaparer plus de ressources que les autres. Par exemple, si un groupe devait gagner 8 et l'autre 8, cette situation était moins appréciée que celle où un groupe aurait gagné 5 et l'autre 3. L'essentiel, ce n'était pas de gagner beaucoup et d'être bien, c'était d'être plus que l'autre. Ce qui est très intéressant aussi et qui se prolonge dans la société, par exemple, il, il y a toujours la question de l'immigration comme danger. En France, ce serait des gens qui vont venir manger le pain des Français. Mais dans la réalité, l'immigration est une source de développement économique, notamment parce que les immigrés sont des gens qui ont une santé, qui sont jeunes, qui ont de l'initiative et qui donc vont nourrir nos caisses de retraite. Mais ça passe à l'arrière-plan. Il vaut mieux sacrifier la réalité économique au mythe de l'autre dangereux et du risque de l'impureté. Ça se voit tout à fait, par exemple, dans les états économiques des différents pays. L'Espagne se distinguant en ce moment par une large politique d'accueil des immigrés et par un dynamisme économique qui est envié par les autres pays de l'Europe. Et notamment, ce dynamisme économique est lié à la force de travail immigrée. J'ai parlé également aussi, pour finir, des biais cognitifs. Alors, les biais cognitifs consistent, c'est un autre paragraphe, hein, mais les biais cognitifs sont une autre force psychologique qui permettent d'avoir des idées fécondes pour comprendre le racisme. Un biais cognitif, c'est une pensée rapide entre des éléments à disposition qui permet d'aller à une conclusion radicale. Imaginez par exemple que vous ayez un endroit où il y a beaucoup de cancers. Par exemple, dans tel village, il va y avoir 20% de plus de cancers qu'en général en France. Conclusion, il doit se passer quelque chose dans le village qui est la cause de ces cancers. Il faut chercher ça. Mais pas du tout. Ce qu'il faut voir, si l'échantillon numérique représenté par la population de ce village a une validité statistique. Et on voit que d'un côté, on a une pensée simple et causaliste qui pose des questions et qui y répond, et de l'autre côté, on a quelque chose qui met en suspens une réponse possible à quelque chose d'angoissant. Kahneman et Tversky sont les deux grands auteurs, parmi les deux plus grands auteurs qui se sont intéressés à cela, et Kahneman a eu un prix Nobel en économie. Et voici deux exemples de biais cognitifs tels que le racisme peut les utiliser. Tout d'abord, les statistiques, qui sont pénibles à examiner. Aux États-Unis, il y a une surreprésentation massive de la population noire, notamment pour les affaires de drogue. Conclusion rapide, les Noirs, par un défaut constitutif, sont des vendeurs de drogue plus que les autres. Eh bien non, parce que les Américains d'origine ethnique différente consomment tous de la drogue, mais par contre, il y a un biais statistique pour des hommes nés en 2001, les chances d'être incarcérés sont de 1 sur 17 pour un blanc, 1 sur 6 pour un hispanique, 1 sur 3 pour un noir. Au total, sous prétexte de guerre anti-drogue, mais en réalité de discrimination, on pourra se référer aux statistiques brutes sans les examiner à la lumière d'autres chiffres. Un autre biais cognitif souvent présent dans le racisme est celui de l'amorçage. L'amorçage, c'est lancer une idée qui met sur une piste et qui va être suivie par un train de pensée. Ce qu'on voit et rien d'autre
CODERA, c'est ce qu'on appelle le biais de disponibilité. Sur l'antenne de Sud Radio, 19 novembre 2014, Marine Le Pen énonce des vérités. Le fondamentalisme ne pousse pas dans les prairies normandes. 4 000 Français sont déjà partis faire le djihad. Tous sont d'abord passés par les mosquées. Une majorité sont des binationaux. On les retrouve. Les Français convertis sont, eux, marginaux. Tout se tient bien. Pour trouver le terroriste, il suffit d'aller traquer le binational à la sortie de la mosquée. Sauf que, à l'époque, Marine Le Pen ne fournit aucune justification. La réalité est très différente. Il n'y a pas 4 000 Français qui sont partis, mais 1132 à cette époque. Une proportion importante d'entre eux, de 23% à 29% pour les femmes, est constituée de Français convertis à l'islam et d'origine non musulmane. Et pour la petite histoire, cela survient à un moment où on parle de Maxime Auchard, un jeune Normand qui n'a aucune origine musulmane à l'origine, mais qui s'est illustré dans des vidéos de décapitation en Afghanistan. Mais on voit au travers de cet exemple comment le biais cognitif marche de façon rapide et efficace, sauf qu'il est faux. En conclusion, si on s'intéresse au soubassement psychologique du racisme en termes individuels ou groupaux, on s'aperçoit que ceux-ci font partie de l'outillage mental de tout un chacun et de tout groupe. J'ai évoqué de nombreux rouages de cet outillage. Vous avez vu qu'ils ne sont pas spécifiques du racisme et que le racisme emprunte ces différents mécanismes comme un caméléon. Tout le monde n'est pas raciste, mais tout le monde peut virer de ce côté-là. Comme un cancer peut se développer à partir de cellules saines, cela, on le voit à partir de l'omniprésence de ces mécanismes. Conséquence, il me semble qu'il est illusoire de penser que le racisme pourra être un jour éradiqué. C'est un risque toujours présent, comme la prolifération tumorale, à cause du naturel de ces voies psychologiques qu'il emprunte. Autre conclusion, j'espère avoir réussi à mettre en évidence combien l'étude psychologique du racisme permet d'aller à la source d'une de ses composantes fondamentales, le fonctionnement inconscient. Enfin, la machinerie mentale que nous avons vue se tenir derrière la pensée raciste est complexe. Elle passe par de nombreux engrenages inconscients, dont rencontre la psychanalyse et d'autres voies d'études psychologiques. C'est pourquoi on pourrait dire que la pensée raciste a toujours une longueur d'avance. Elle est rapide, simple, conclusive, démonstrative. Elle donne des pseudo-vérités, mais auxquelles on a envie de croire, et il donne de profondes satisfactions narcissiques. Vraiment, c'est un produit d'appel extrêmement puissant. Au contraire, raisonner autrement prend du temps, est contre-intuitif et demande beaucoup d'énergie mentale. Voilà, je vous remercie. Je vais être heureux de discuter avec vous des questions s'ils sont présentes.